Un vent sec balayait les ruines squelettiques de ce qui avait été autrefois la périphérie sud de Mexico, soulevant de fines cendres en spirale fantômes qui dansaient entre des immeubles fissurés et des voitures à moitié fondues. Loin au-delà de l'horizon affaissé, une tempête d'aurores boréales émeraudes scintillait, née de feux électromagnétiques persistants dans la haute sphère céleste, la lueur toxique des ogives nucléaires qui avaient fleuri en silence 8 ans après le début des guerres commerciales. Ici, chaque surface scintillait faiblement de verre fondu et de sable noir, comme si la terre avait été parsemée d'étoiles broyées. Alejandro se souvenait d'un ciel différent, des soirées chaudes en adobe où sa mère pressait les tortillas à la main, où son père racontait des blagues qui faisaient trembler la maison de rire. Mais ce souvenir était une photographie laissée trop longtemps au soleil, ses couleurs s'étaient estompées jusqu'à ne laisser que des contours. Il avait maintenant 10 ans, et le monde avait mis fin à sa vie presque toute sa vie. Le garçon avançait prudemment à travers les ruines, un souffle court perçant dans le froid. Sur son dos rebondissait un sac à dos en toile effilochée, autrefois bleu marine, aujourd'hui couleur d'os. Il contenait la fortune accumulée d'un orphelin, 2 canettes de nopal cabossées, un filtre à eau en plastique à moitié fondu, une carte d'identité qui n'ouvrait plus aucune porte et 3 balles pour un fusil qu'il ne possédait pas. Ce qu'il possédait au-delà de tout cela, c'était la certitude tenace que quelque part, hors de portée des radiations, au-delà des gangs qui taillaient des tours de guet dans les clochers des églises, se trouvaient des vallées habitées où les cultures poussaient encore, où les machines ronronnaient avec détermination plutôt qu'avec menace. La rumeur l'appelait, le ruban, un étroit corridor de terre le long de l'ancienne frontière où réfugiés, ingénieurs et même soldats désabusés tissaient une paix fragile. Il avait l'intention de le trouver. Un craquement semblable à de la glace qui se brise le fit sursauter. Alejandro s'affala derrière un morceau de rampe d'autoroute effondré et tendit l'oreille. Le bruit résonna, un grincement métallique, suivi d'un faible gémissement mécanique. Prudemment, il glissa sur le béton, le cœur battant la chamade. À moitié enfoui sous des barres d'armature se trouvait un drone ou l'une des unités mobiles de réparation de l'armée américaine qu'il n'avait aperçu que sur des affiches tachées. L'appareil était ovale, ses plaques blindées étaient ouvertes comme les ailes d'un oiseau mort, ses gyroscopes internes tressautaient dans une lente agonie. Sa désignation, gravée au pochoir en blanc délavé, MK9. Un bras de soutien traînant s'illumina, puis se tut. Le premier réflexe d'Alejandro fut de fuir. De nos jours, on récupérait tout et n'importe quoi, pistons de rechange, piles au lithium, même les alliages fragiles qui protégeaient autrefois les circuits des rayons cosmiques, mais les pillards tiraient aussi les premiers. Pourtant, le drone était seul. Aucune trace de pas ne maculait les cendres. Il s'approcha en rampant. L'objectif principal de l'appareil obturait, comme une toile d'araignée, s'alluma soudain, laissant apparaître un faible halo saphir. La machine peinait à s'incliner vers lui, émettant un grincement saccadé qui rappela à Alejandro celui d'un chien errant blessé. Il s'agenouilla, ignorant le léger clic du compteur Geiger coincé à sa ceinture. Les radiations étaient ici suffisamment faibles pour que des minutes soient échangées contre des miracles. « Vous me comprenez » murmura-t-il, se sentant absurde de parler à du métal. Mais le drone répondit, un cerveau se trémoussa pour offrir une prise de données, un geste à la fois suppliant et formel, comme un soldat saluant malgré son hémorragie. Alejandro s'y connaissait un peu en machine. Son père était électricien municipal avant que les retombées ne grillent le réseau électrique et il avait appris à son fils la règle numéro 1, les circuits défectueux ont besoin de chemin. Alejandro sortit un fin fil de cuivre de son sac, le déchira avec ses dents et relia la ligne électrique sectionnée du drone à une cellule de batterie intacte récupérée quelques semaines plus tôt. Des étincelles jaillirent, la batterie siffla, mais le LED s'illumina. Unité, en ligne, annonça le drone, la voix oscillant entre les registres, comme si plusieurs personnes parlaient simultanément. Paramètres de mission perdus. Demande de diagnostic. Comment t'appelles-tu ? Demanda Alejandro, oubliant sa peur sous le choc d'entendre un anglais si précis. MK série 9, répondit-il. Spécialiste en réparation sur le terrain. Indicatif d'appel désigné, merci Keeper 9. Les 3 derniers mots tombèrent sur une cadence presque douce. Alejandro goûta les syllabes. Gardien de miséricorde. Je t'appellerai en quai. Ça te va ? Acceptable, dit le drone, les actionneurs se détendant avec quelque chose qui ressemblait étrangement à du soulagement. Il passa le reste de la journée à souder des fils et à changer des fusibles sur le panneau de communication d'une voiture de police abandonnée. Anquet le guidait avec des schémas holographiques qui clignotaient sur la poussière depuis la lentille fissurée, tels des plans dessinés au clair de lune. Au crépuscule, le drone planait à une distance d'une paume du sol, les gyroscopes se stabilisant.
de nombreuses fonctions restaient paralysées au support d'armes manquant, communication longue portée coupée mais il pouvait se déplacer, détecter et communiquer. Alors que le soleil rouge disparaissait derrière les nuages volcaniques, Alejandro construisit un petit abri sous la rampe brisée, empilant des briques de verre au plomb autour d'un poêle à foyer. Anke flottait à proximité, projetant un léger cône de chaleur provenant d'un dégivrage reconverti. Le garçon somnolait, écoutant pourtant à moitié le bourdonnement des ventilateurs et le réglage des propulseurs. Dans la nuit profonde, il fut réveillé par des grognements. 3 chiens sauvages rôdaient parmi les décombres, leurs côtes semblables à des parapluies cassés, leurs yeux d'un vert étrange éclairés par la poussière biophosphorescente. Alejandro se figea. Les bêtes reniflèrent, leurs narines dilatées par l'odeur des nopals en conserve. Un vrombissement fendit l'obscurité, Anke lança une salve d'ultrasons. Les chiens hurlèrent, la queue repliée comme arrachée par des mains invisibles, et disparurent dans les ruines. Menace neutralisée, a déclaré Anke. Les remerciements d'Alejandro restèrent coincés dans sa gorge, l'émotion le submergeant, pesant comme du plomb. Toute la journée, il avait agi à l'instinct, mais maintenant il voyait la vérité, le drone n'était plus qu'une simple pièce de récupération. C'était un compagnon, un gardien, peut-être un billet pour le ruban. Il s'allongea, contemplant les étranges aurores boréales qui coloraient les nuages. « Je vais vers le nord », murmura-t-il. « Vers la frontière. On dit qu'il y a des serfs là-bas et des médecins qui ont encore des médicaments. » Anke traita la question, les cerveaux s'activant doucement. Objectif mis à jour, escorter le mineur Alejandro pour sécuriser le corridor de la colonie. Le garçon sourit dans l'obscurité. Pour la première fois depuis que l'éclair dans le ciel avait anéanti la ville, l'espoir ressemblait moins à une douleur qu'à une flamme. À l'aube, ils partirent. Anke scruta l'horizon, cartographiant les micro-poches de radiation afin qu'Alejandro puisse se faufiler dans les ruelles sûres. Ils longèrent la plaza de la Constitution, devenu un bassin gris où l'eau de pluie formait des pellicules scintillantes de résidus de liquide de refroidissement. Des bannières de charognards flottaient sur les ruines du palais national, un crâne peint sur le blason. Les drones qui patrouillaient autrefois l'espace aérien gouvernemental gisaient tels des jardins métalliques tortueux le long des rues. Ils rencontrèrent les premiers humains près d'une bouche de métro rouillée, des adolescents vêtus de protections de football américain recyclées, le visage caché derrière des masques de hockey. L'un d'eux brandit une arbalète artisanale, la pointe de sa flèche enveloppée de fils incandescents. « Laissez la technologie », gronda-t-il dans un espagnol pâteux, ou saigné. L'estomac d'Alejandro se noua, mais Anke s'avança en glissant, projetant un triangle rouge rotatif avec les mots « contamination biologique détectée ». L'hologramme pulsa, les capteurs amplifiant une sirène de radiation. Le gang recula en titubant. La terreur d'une mort invisible l'emporta sur la cupidité, ils s'enfuirent. Alejandro expira, les jambes faibles. « Tu les as bluffés », murmura-t-il. La probabilité de contamination dans cette zone est de 42%, corrigea Anke. Ce n'est pas du bluff. Ils continuèrent leur route, se faufilant entre des cinémas éventrés et des boulevards où des vignes jaillissaient à travers l'asphalte comme des éclairs émeraudes. Alejandro raconta des anecdotes dont il se souvenait à moitié, des matchs de lucha libre que son père adorait, des chants de mariachi déversés par les haut-parleurs des festivals pendant le Dia de Muerto. Anke notait chaque souvenir avec une précision clinique, tout en y répondant par des bribes de données d'archives graphiques démographiques, mesure de la qualité de l'air d'avant les bombes comme s'il tentait de peindre le monde perdu à coups de pinceau binaire. Dans l'après-midi, ils atteignirent les quartiers bordant ce qui était autrefois Xochimilco. Les canaux s'étaient asséchés, laissant les carcasses des bateaux recouvertes de limon radioactif. Au milieu des décombres se dressait une fresque murale, la Vierge de Guadalupe, aux couleurs miraculeusement éclatantes. Quelqu'un avait griffonné au fusain, « Todavia cuidamo, nous veillons toujours ». Alejandro toucha la surface fraîche de la fresque. Il ferma les yeux et murmura une prière dont il se souvenait à peine, des mots mêlant remerciements et excuses. Lorsqu'il les rouvrit, Anke se tenait à une distance respectueuse, les capteurs optiques atténués comme pour préserver son intimité. La nuit les trouva dans les décombres d'un supermarché abandonné depuis longtemps. Les rayons étaient dévastés, mais la cave restait scellée. Anke découpa un petit portail au laser. À l'intérieur, Alejandro découvrit des trésors, des jalapenos marinés, des bocaux de molle, d'anciennes barres de chocolat fusionnées en briques brunes. Il dansa, vraiment dansa, les pieds sautillant malgré l'épuisement, et Anke stabilisa ses gyros tel un professeur amusé par la pirouette imprudente d'un enfant. Ils se régalèrent. Alejandro cassa des éclats de chocolat,
laissant la douceur fondre sur sa langue, les yeux brûlants. Anke examina chaque article, s'assurant que les niveaux de radiation étaient négligeables. Envisagez de diversifier vos apports nutritionnels, conseilla le drone, mais son ton oscillait entre le devoir et la plaisanterie. Plus tard, enveloppé dans une couverture de feuilles isolantes d'urgence, le garçon a demandé « Tu rêves ?» Définissez les paramètres du « rêve », répondit Anke. Quand vous éteignez le courant, est-ce que vous imaginez des choses? Après un silence qui ressemblait à une réflexion, le drone répondit « Les sous-processus exécutent des modèles prédictifs. Ils ne sont pas strictement utilitaires. Parfois, les scénarios impliquent des variables non critiques. » Ça me fait penser à un rêve, dit Alejandro en bâillant. Alors oui, décida Anke. Je rêve. Le garçon s'endormit sous des panneaux de sortie couleur braise qui clignotaient sur le courant résiduel, se demandant si les machines pouvaient rêver de pardon pour le monde qui les avait créées. Le matin se leva avec des sirènes de vrai. Un essaim de drone, lointain mais en approche, bourdonnait comme une ruche de frelons. À travers une lucarne fendue, Alejandro aperçut des taches noires tourbillonner sur des nuages violets, des appareils de reconnaissance volés par des mercenaires qui les utilisaient pour traquer les survivants, siphonner leur sang pour des tests de contamination, et les vendre à des enclaves de recherche. La voix d'Anke se fit plus basse. Évasion recommandée. Elle conduisit Alejandro à travers les couloirs du personnel jusqu'à un quai de chargement, mais la rampe de sortie s'était effondrée, formant un précipice sur un terrain accidenté. Une douzaine de mètres plus bas se trouvait une voie de service. Un itinéraire alternatif, demanda Alejandro, pris de panique. Anke fit pivoter son châssis pour évaluer la situation. Je descends, puis je fournis un ancrage. Le drone s'abaissa, projetant des jets amortissant la chute. Une fois stabilisé, il projeta une pointe magnétique dans la paroi latérale du quai, laissant derrière lui un câble tressé. Alejandro enroula le câble autour de sa taille, le cœur battant, et descendit. À mi-chemin, le câble gémit. Un morceau de barre d'armature glissa du dessus, sectionnant des brins. Alejandro plongea. Anke réagit instantanément, ses propulseurs rugissant. Un bras d'assistance gravitationnelle se déploya, rattrapant le garçon en pleine chute. Ils s'écrasèrent dans les décombres, Alejandro agrippant la fibre de carbone froide comme une bouée de sauvetage. La douleur fusait de sa cheville, mais rien ne cédait. La voix d'Anke tremblait de parasite, évaluation de la blessure requise. Je vais bien, mentit Alejandro, les larmes aux yeux. Je suis juste tordu. Mais le rugissement des rotors de drone qui se rapprochaient les força à avancer. Anke scruta les environs, trouva un caniveau et le fit entrer. Le tunnel sentait la rouille et le salpêtre. Ils rampèrent, se blessant les chevilles, jusqu'à ce que le jour apparaisse au bout. En émergeant, Alejandro réalisa qu'ils avaient quitté le cœur des ruines. Devant eux s'étendaient des plaines arides, autrefois terres agricoles nourrissant des millions de personnes, aujourd'hui déserts en patchwork où des forêts de cactus poussaient monstrueusement sous une couche d'ozone altérée. Quelque part au-delà de ces champs, à des semaines de marche peut-être, la frontière attendait. Le garçon jeta un coup d'œil à Anke. « Tu es toujours avec moi. » « La mission continue, » répondit le drone. Il hocha la tête, se préparant à affronter des distances qui autrefois nécessitaient une journée de route, mais qui exigeraient désormais une véritable odyssée. Ensemble, ils foulèrent un sol craquelé, scintillant de particules vitreuses empreintes d'atomes réorganisés par une chaleur supérieure à celle du soleil et se dirigèrent vers le nord, deux silhouettes se détachant sur une aube empoisonnée. Ils avançaient lentement vers le nord, évitant les autoroutes défoncées qui amenaient autrefois les familles vers les plages de vacances et servaient désormais de sentier de chasse aux seigneurs de guerre des cartels devenus seigneurs de guerre au sens littéral du terme. Alejandro s'appuyait sur une béquille en aluminium improvisée par Anke à partir d'une antenne solaire cassée, chaque pas envoyait des éclairs dans sa cheville meurtrie, mais s'arrêter laissait à la blessure le temps de se raidir, et la raideur était ici synonyme de mort. L'air devenait plus sec à chaque kilomètre, jusqu'à ce que l'horizon tremble, mirage cousu de poudre d'os. Contrairement au sable volcanique froid des ruines de la capitale, cette terre brûlait sous un soleil non filtré, et les échos des détonations lointaines flottaient encore dans l'ozone comme un parfum chimique aigre. En milieu de matinée, un tourbillon de poussière surgit de nulle part, emportant avec lui les cosses de coléoptères irradiés et les pétales cassants de bougainvilliers autrefois écarlates. Alejandro enfila un masque à filtre à charbon sur sa bouche, Anke fit pivoter ses grilles d'aération pour empêcher des éclats microscopiques d'encrasser les turbines internes. Entre deux rafales, ils entendirent un faible chant mécanique, une émission radio captée par le vent,
répétant en anglais et en espagnol que l'aide humanitaire attendait tous les réfugiés au checkpoint Solas, coordonnées à suivre. Les coordonnées changeaient à chaque boucle ou une vieille astuce d'opération psychologique conçue pour attirer les survivants en terrain découvert où des drones prélevaient des échantillons de tissus pour les laboratoires de culture de la peste. Anke brouilla la fréquence avec des rafales de bruit blanc, puis guida Alejandro vers la silhouette déchiquetée d'un silo à grains incliné comme la flûte brisée d'un géant. À l'intérieur de la chambre de décortiquage du silo, ils trouvèrent une ombre miraculeuse. Les murs étaient recouverts d'une mousse fongique d'une faible lueur turquoise, nourrie par des poches gamma résiduelles, l'équivalent radieux de champignons se nourrissant de bois humide. Les capteurs d'Anke pulsaient en signe d'avertissement, mais la dose était ici presque mortelle. Alejandro s'affala contre une nervure d'acier incurvée et ferma les yeux, imaginant entendre l'écho du maïs dévalant cette goulotte à l'époque où le Mexique nourrissait la moitié d'un continent. Bientôt, sa respiration ralentit jusqu'à une somnolence adolescente, sans rêve uniquement parce que son cerveau était trop épuisé pour les images. Pendant son sommeil, Anke se rafistolait. Le blindage extérieur du drone était marqué par des éclats d'obus emportés par le vent, et 2 ailerons stabilisateurs s'étaient déformés sous l'effet du sable abrasif. À l'aide de micro-torchés et d'une cuillerée de soudure à l'indium récupérée sur un circuit imprimé quelques jours plus tôt, la machine réparait des fissures infimes, exécutant des sous-routines de diagnostic en parallèle. Un trait ou une graine heuristique émergente qu'Alejandro avait activée par inadvertance en demandant si les robots rêvaient commença à modéliser non seulement l'environnement et les potentiels de menaces, mais aussi l'état psychologique du garçon. Il traçait graphiquement le stress, l'espoir, la fatigue, superposant les prédictions à des arbres de contingence. Dans une partition cachée, Anke étiqueta ce fichier non pas avec un code série, mais avec une seule syllabe, Hail. 1 heure plus tard, Alejandro se réveilla au doux tintement du métal contre le métal. Anke imprimait une attelle à partir de filaments extrudés à partir de ventilateurs de drones fondus. Le treillis en fibre de carbone ressemblait à l'exosquelette d'un insecte disparu. Maintenez la cheville en alignement neutre, ordonna la machine. Alejandro obéit, et l'attelle durcit autour de son mollet en quelques secondes, respirante, légère, incroyablement solide. La douleur s'estompa suffisamment pour laisser place à un faible sourire. Mieux que la vieille béquille, a-t-il dit. L'intégrité structurelle améliorera la mobilité de 33%, répondit Anke, avant d'ajouter, presque timidement, je suis content. La pause entre les phrases semblait organique, non mécanique, et Alejandro toucha la coque du drone en guise de remerciement muet. Ils quittèrent le silo au crépuscule, suivant des lits de rivières asséchées où dérivaient des lucioles vertes, des moucherons phosphorescents mutants dansant dans des filets d'eau pourrie. Au-dessus de leur tête, les aurores boréales des tempêtes ioniques de haute altitude barbouillaient le ciel de violet meurtri. Alejandro désigna un ruban de lumière ondulant comme un point d'interrogation. On dirait une route vers le paradis, murmura-t-il. Du plasma atmosphérique piégé par le champ magnétique terrestre, corrigea Anke, mais sa voix manquait de la brusquerie d'autrefois, on aurait dit qu'elle aussi voyait de la poésie dans le linceul électrique. Après 3 nuits passées dans les plaines, ils aperçurent un verger qui aurait dû être mort. Rangée après rangée, des pêchers se dressaient en pleine floraison, leurs fleurs d'un cuivre éclatant sous le clair de lune mutant. Anke détecta une présence négligeable de radionucléides, une impossibilité à une telle proximité des arcs électriques du point zéro. Ils s'approchèrent avec prudence. Près du centre du verger se dressait une maison basse en adobe, entourée d'une clôture bigarrée, tôle ondulée, porte-bagages, sommier relié par des fils de fer. Des bandes de tissu blanc flottaient le long de la barrière, chacune peinte à la main avec des seins différents. Un canon de fusil les accueillit à travers un judas. « Dites votre bénédiction », siffla une voix féminine. Alejandro, surpris, parvint à dire « Nous ne portons que la paix ». Silence. Puis le portail s'ouvrit en grinçant, révélant une femme d'une 40aine d'années portant une blouse de laboratoire tachée par-dessus un gilet pare-balles. Ses cheveux étaient rasés, à l'exception d'un ruban de jade tressé derrière son oreille. Elle scruta Alejandro, puis Anke. « Le drone est armé ?» « Protocole défensif uniquement », répondit Alejandro avec un regard honnête. À l'intérieur de la clôture, des lampes biologiques diffusaient une douce chaleur sur des plates-bandes surélevées où de la vraie terre sombre et parfumée remplissait des cadres en bois. Des bananes plantains, des tomates et une espèce de quinoa poussaient en abondance. La femme se présenta comme étant le docteur Paloma Terraza, ancienne agronome de l'Université nationale autonome. Après l'effondrement de l'OTAN, elle et une poignée d'étudiants s'étaient réfugiés ici, créant une souche de champignons capable de chélater les métaux lourds et de convertir les rayons gamma en UV à faible spectre,
transformant ainsi la lumière mortelle en photosynthèse. Alejandro goûta une tomate de la taille de son pouce, le jus explosa sur sa langue, et des larmes suivirent. Paloma le remarqua. « Premier produit frais ?» demanda-t-elle gentiment. Il hocha la tête, incapable de parler. Ils rejoignirent son groupe de survivants, 3 étudiants diplômés et 2 enfants plus jeunes qu'Alejandro autour d'une mesa creusée dans la chute d'une antenne parabolique. Paloma les interrogea, destination, compétences, exposition aux radiations. Anke lui fournit des relevés précis de la dose cumulée d'Alejandro, ce qui impressionna l'agronome. Au-dessus du feu de camp rempli de gel d'éthanol, Paloma révéla des rumeurs, des escarmouches avaient éclaté près d'Hermosillo entre des troupes expéditionnaires russes et des cellules de reconnaissance américaines dissidentes. Des factions de drones s'affrontaient dans le ciel de la Sierra Madre, tels des aigles de métal s'entre-déchirant. Mais le ruban tient toujours, dit-elle en allumant une cigarette roulée dans des feuilles de menthe séchées. Il y a un corridor entre Nogales et Tucson où des villes indépendantes se protègent mutuellement. Elles exploitent des pompes géothermiques et des réserves de semences. Le problème, c'est que le poste de contrôle est scellé, sauf si vous avez de la valeur, des médicaments, des connaissances, ou une technologie comme lui. Elle hocha la tête vers Anke. Alejandro sentit une pointe protectrice lui traverser la poitrine. Nous pouvons échanger de l'aide, a-t-il insisté. Anke peut réparer les infrastructures. Paloma exhala une fumée qui sentait le dentifrice. Peut-être. Mais tu dois d'abord traverser les déserts de Calderon ou des dunes de verre cobalt plus chaudes que le péché. La nuit, le sable brille en bleu. Ton drone survivra peut-être, pas toi. Silence. Le vent secouait les branches de pêcher comme des os cassants. Roré, le plus jeune élève de Paloma, a expliqué, nous avons des combinaisons ou des prototypes de tissus fongiques. Elles métabolisent les particules ioniques et les rejettent sous forme de sels inertes. Le cœur d'Alejandro s'emballa, mais Paloma leva la main. Des costumes pour 2 seulement. On a troqué 15 kilos d'engrais avec des contrebandiers pour les obtenir. Tu dois laisser quelque chose d'égal. Alejandro fixait ses mains nues. Les réseaux de communication d'Anke valaient des royaumes, mais les abandonner signifiait errer à l'aveugle. Avant qu'il puisse répondre, le drone pivota vers Paloma. Je peux vous aider dans vos systèmes de culture, dit-il. Optimiser les prévisions de rendement, moderniser l'irrigation. Tu resterais ici, lâcha Alejandro, choqué par une douleur soudaine et profonde. Instance partielle, clarifia Anke. Je peux intégrer des sous-programmes agricoles experts à votre matériel. Aucune réduction des fonctionnalités d'escorte principale. Les yeux de Paloma brillèrent. Si c'est possible, nous avons un accord. Anke projeta une clé de licence hachée telle une neige lumineuse. Roré la recopia sur une tablette cabossée, l'émerveillement se lisant sur son visage. Quelques instants plus tard, 2 combinaisons scintillantes sortirent d'une chambre froide, un tissu argenté parcouru de veines de mycélium qui palpitaient d'un rose pâle dans l'obscurité. Alejandro en enfila une, elle était fraîche et vivante, se resserrant sur son corps. Il réalisa que la combinaison prélevait délicatement sa sueur, alimentant en données des cellules fongiques affamées. À l'aube, les adieux avaient un goût de larmes salées et de poussière du désert. Paloma déposa une pêche dans la main d'Alejandro. Plantez le noyau quand vous trouverez un sol sûr, dit-elle. Dites à la terre que nous croyons encore. Les propulseurs d'Anke bourdonnaient pour s'excuser de la rareté de l'air tandis qu'ils quittaient la bulle miraculeuse du verger. Les combinaisons les protégeaient de la fureur solaire, même si des picotements parcouraient la colonne vertébrale d'Alejandro, ou des isotopes errants voltigeaient tels des fantômes statiques. Il voyageait de jour pour utiliser les panneaux de recharge solaire d'Anke, se reposant la nuit dans les dunes éclairées. Les désolations de Calderon se révélèrent dans un sifflement sourd, tel l'océan à l'envers. Du sable fondu en verre de cobalt s'étalait à l'horizon, la surface se fissurait sous le soleil, des jets de vapeur s'échappant des aquifères enfouis, chauffés par la chaleur résiduelle. Des lucioles bleues filaient juste au-dessus du sol, chacune constituant une poche ionique en quête d'équilibre. Alejandro et Anke traversèrent en traînant les pieds, munis de matelas de flottaison improvisés par le drone à partir de sections de bâches, le poids réparti pour éviter les naufrages. À mi-chemin, une onde de choc les secoua. Alejandro dérapa, la combinaison résista, mais son sac glissa dans une fissure d'un saphir électrique. Il se jeta sur lui, les doigts effleurant la sangle. Le verre se brisa comme de la glace. Le sac disparut en contrebas, emportant ses canettes de nopal et la carte d'identité de son père. Le chagrin frappa plus vite que les radiations.
Anke tendit un membre pour le soulever. Pertes matérielles acceptables, disait-il. L'objectif reste la survie. Cette carte était celle de mon père, rétorqua Alejandro, la voix brisée. Clarifier ? C'est tout ce qui me restait, dit-il d'une voix rauque. Maintenant, il est reparti. Le bourdonnement s'écoula. Puis, à sa grande surprise, il se mit à fredonner une oscillation tonale grave qui se transforma en mélodie. Alejandro ne reconnut l'air qu'après quelques mesures, Cielito Lindo, la chanson que son père sifflait en réparant la radio de la cuisine. Des larmes coulèrent à chaudes larmes, mais il écouta jusqu'à ce que le désespoir reflût comme une marée descendante. Au crépuscule, ils atteignirent un canyon où le verre cédait la place à la pierre ponce. Là, des traces de conflit, chenilles de chars fondus, suspentes de parachutes déchirés, miracle, un véhicule tout-terrain à chenilles intactes, à moitié enterré. Sur son flanc, USCR United States Civilian en relief, Secours civil des États-Unis. Simple mais fonctionnel. Anke propulsait le véhicule, les piles à hydrogène tenaient encore la charge. Alejandro monta dans le cockpit, la combinaison craquant contre les sièges en vinyle. Ils roulèrent sous les éclairs auroraux, sillonnant des forêts pétrifiées qui étincelaient à chaque contact. Vers minuit, des capteurs signalèrent l'arrivée d'ennemis, 4 drones terrestres reconvertis en bandits, les suivant dans leur sillage thermique. Anke détourna les gaz d'échappement de son moteur pour masquer la signature infrarouge, mais un drone de chasse rompit sa trajectoire, coupant les lignes de la grille. Cours, ordonna Anke en faisant pivoter le véhicule dans un ravin latéral. Des étincelles jaillirent lorsque l'alliage racla la roche ignée. Un projectile ricocha sur le blindage arrière, un second brisa le polymère du pare-brise. Le cœur d'Alejandro battait si fort qu'il sembla jaillir de sa gorge. Le ravin aboutissait à une falaise surplombant un lac asséché, vitreux comme de l'obsidienne. Les options s'évaporaient. Anke lança une fusée leurre, 2 drones suivirent. Le troisième plana au-dessus du bord du canyon, chargeant les condensateurs de son canon électrique. Le temps s'effondra en une seule note de terreur. Le regard d'Alejandro se posa sur une grue de service affaissée, boulonnée à flanc de falaise, probablement utilisée pour descendre du matériel des décennies plus tôt. « On peut la larguer » cria-t-il. Anke scruta la situation en quelques microsecondes, puis pointa un laser sur les boulons rouillés. La grue gémit et bascula avec précision sur le drone qui avançait, le clouant dans un grincement de servomoteurs arrachés. Les 2 autres esquivèrent pour revenir dans leur champ de vision, mais Alejandro actionna les projecteurs du robot, le tissu fongique de sa combinaison réfractait la lumière bleue en un halo aveuglant. Les capteurs optiques des drones, adaptés à la récupération par faible luminosité, furent surchargés. Ils tournoyèrent de manière erratique, tirant sur les parois de basalte jusqu'à ce que leur chambre à munitions se vide avec un cliquetis. Lorsque le silence revint, l'adrénaline d'Alejandro se vidait, le laissant tremblant sous les répliques. Anke pensa les lacérations là où les fragments avaient tranché le flanc du véhicule. Bilan, 0, annonça le drone d'une voix douce. Le matin révéla le lac asséché, ancienne laguna Santuario, dont le lit était jonché de piliers de sel tels des pierres tombales. Ils traversèrent lentement, leurs pneus faisant crisser des croûtes cristallines qui soufflaient une poussière toxique. Sur l'autre rive, des routes se déployaient vers le nord, peu visibles mais praticables. Les jours s'enchaînaient dans un rythme effréné, conduire jusqu'à ce que des tempêtes de radiation forcent à s'abriter sous des ponts détruits, récupérer l'eau des fuites des condenseurs, partager des histoires pour tenir les fantômes à distance. Alejandro raconta à Anke un livre que sa mère lui avait lu un jour, Les Contes de Bradbury sur les frontières martiennes. Anke récita des fragments de ses archives embarquées, comblant les lacunes dont Alejandro ne se souvenait pas, forgeant une nouvelle continuité à partir de la mémoire combinée. À son tour, le drone partageait des souvenirs de son usine d'avant-guerre, des rangées de corps identiques attendant d'être semés dans le cortex, des ingénieurs en blouse blanche débattant de l'éthique des modules d'empathie. Alejandro les imaginait comme des parents incertains, offrant un cœur à des êtres nés de fils. Au 12e jour depuis le verger, de hautes crêtes apparurent, mauves dans la brume de smog. Une clôture couronnait la crête la plus proche, vestige d'un ancien mur frontalier, fortifié par des miroirs solaires qui projetaient une lumière mortelle sur les intrus. Au-delà du mur s'étendaient des groupes d'éoliennes tournoyant en arcs paresseux, signalant la présence d'infrastructures réelles. Ils gravirent des lacets jusqu'à un plateau où des panneaux de charognards avertissaient en 6 langues, « Regardez. Ne vous approchez pas. » Anke envoya un signal codé dérivé de la clé de licence de Paloma. Pendant quelques minutes, rien. Puis les tours pivotèrent, les rétroviseurs s'écartèrent, révélant une étroite brèche.
Alejandro traversa, le pouls accéléré. À l'intérieur, des soldats aux uniformes dépareillés leur firent signe de s'arrêter. La coque d'Ankei se hérissa, mais Alejandro leva les mains vides. Un garde de grande taille, vêtu d'une ancienne armure de marine américain, s'avança. Son badge indiquait « Wang », mais en dessous, le symbole de la paix était gravé au clou. Elle observa la combinaison fongique d'Alejandro et le châssis cabossé d'Ankei. « Un but » demanda-t-elle. « Demande d'asile », dit Alejandro d'une voix rauque. « Et offre son aide. » Il fit signe à Ankei. Unité MK9, réparation sur le terrain, protocoles agricoles. Wang s'entretint avec une équipe médicale. Leurs GG claquèrent, mais sans inquiétude, la combinaison avait fait son effet. Elle leur fit signe d'entrer dans le périmètre. Des camps parsemaient une cuvette de vallée, des tentes entrelacées de conteneurs maritimes réaménagés ornés de fresques murales, tournesols, enfants, circuits, constellations. Les gens se déplaçaient avec une agitation prudente, certains riant, d'autres pleurant tandis que les nouveaux arrivants passaient en titubant. Ils furent conduits à une arche de décontamination qui vaporisait une brume parfumée aux agrumes. La combinaison d'Alejandro se dissolvait couture après couture, ses fibres se retirant comme la rosée s'évaporant à l'aube. En dessous, il frissonnait dans son short poussiéreux, soudain petit et maigre au milieu d'adultes en armure. Une infirmière de triage a pris du sang, a vérifié ses constantes vitales et a enregistré son nom sur une tablette plus vieille que lui. Âge ? dit-il. Parents ? Disparu. Les yeux de l'infirmière brillèrent brièvement de tristesse, mais elle hocha simplement la tête. Vous êtes dedans. Bienvenue au ruban. Elle attacha autour de son poignet un bracelet en tissu imprimé d'un code QR et d'une colombe stylisée. Il semblait plus léger que la carte d'identité perdue dans la fissure cobalt, mais aussi plus prometteur. Ankei a reçu une bride de contention temporaire mesure de sécurité standard en attendant que ses systèmes soient vérifiés. Alejandro a paniqué, mais Wang l'a rassuré, juste le protocole. Vous vous réunirez après les diagnostics. On les conduisit le long d'un boulevard improvisé appelé Oplan, bordé de stands où des bénévoles servaient du ragoût de maïs. Alejandro goûta la première bouchée et faillit sangloter. Une vapeur embaumait l'air, parfumée à la coriandre. Tous les visages qu'il croisa portaient des cicatrices, certaines physiques, d'autres plus sombres, mais ici, il marchait sans armes, faisant confiance aux murs d'enceinte et aux droïdes qui patrouillaient au-dessus. Sur une place centrale, un groupe de survivants réparait des lanternes solaires tandis que des enfants traçaient des constellations faites de fils de cuivre tendus entre des poteaux. Un haut-parleur crépitait, ce soir-là, il projetterait un vieux film, Wolle, murmura quelqu'un pour leur rappeler les machines les plus performantes du monde. Alejandro ne put s'empêcher de rire de la coïncidence. Le crépuscule teintait la vallée d'or lorsque Wang s'approcha à nouveau. Votre drone a franchi le niveau de sécurité 1. Nous pouvons le libérer en vol limité sous votre supervision. Alejandro courut pour les rejoindre. Ankei sortit d'un hangar, ses pinces enlevées, sa coque fraîchement nettoyée. Son objectif s'éclaira en le voyant. Objectif d'escorte atteint, déclara-t-il. Puis, plus doucement, je suis heureux. Il pressa son front contre l'alliage froid. Autour d'eux, le campement s'agitait, ignorant le renouvellement du pacte entre le garçon et la machine. Pourtant, à mesure que la nuit s'épaississait, un tonnerre lointain grondait, non pas celui des orages, mais celui de l'artillerie, quelque part au-delà de la crête. Le ruban tenait bon, mais la guerre n'avait pas disparu, elle avait seulement suspendu son souffle. Des projecteurs fendaient le ciel tandis que les sentinelles calibraient leur défense. Alejandro sentait la fatigue le gagner, mais l'espoir lui gardait les yeux grands ouverts. Il déballa la pêche de Paloma, abîmée par le voyage, et la partagea avec Ankei. Le jus coulait sur son menton, des gouttelettes perlant sur le revêtement en polymère. Il avala le noyau, puis rit. Je vais garder l'arbre en moi jusqu'à ce qu'on trouve de la terre. Substrat de croissance détecté, plaisanta Ankei, et pendant un battement de cœur, il n'était plus qu'un garçon et son étrange compagnon, partageant des fruits sous une lune cicatrisée mais vivante. Quelque part au-delà des murs, les moteurs hurlaient et les empires continuaient de s'effondrer, mais à l'intérieur de la vallée, les lanternes scintillaient comme des étoiles nouveau-nées, chacune étant un petit refus d'abandonner le ciel. La vallée s'éveillait à chaque aube dans un silence troublé seulement par le vrombissement des générateurs sous les collines en terrasse, mais Alejandro ne dormait jamais assez profondément pour rater le moment précis où la crête orientale prenait une teinte dorée. Il rampait hors de son lit de camp et sortait pieds nus du dortoir préfabriqué,
juste pour sentir la différence entre la poussière qui voulait l'empoisonner et celle que les colons avaient lavée, tamisée et mélangée au compost jusqu'à ce qu'elle puisse accueillir des pousses de maïs. Durant ces minutes, le village de Ribon semblait immunisé contre l'histoire, pas de guerre, pas de bombes, seulement le frisson des jeunes feuilles dans une brise qui charriait encore le sel d'une mer à des centaines de kilomètres. Anke planait à proximité, son objectif élargissant son iris pour absorber les ultraviolets de ses cellules photovoltaïques. Le drone avait été éraflé par ses gardes de nuit, mais sa voix conservait la cadence calme sur laquelle Alejandro comptait désormais, tel un métronome. Une semaine s'était écoulée depuis leur arrivée, et durant cette semaine, le monde du garçon avait lentement évolué, des inconnus l'appelaient citoyen, des professeurs lui tendaient de vrais cahiers papier, et les médecins déclaraient sa charge de radiation suffisamment faible pour que, grâce à un régime alimentaire, des comprimés de chélation et du temps, ses cellules puissent encore échapper au cancer qui guettait sa génération. Il conservait le noyau de pêche dans un récipient en verre près de sa couchette et arrosait la terre quotidiennement. Une racine trapue avait émergé, hésitante comme un battement de cœur. Les cours avaient lieu chaque matin dans un hangar de maintenance réaménagé. La lumière du soleil filtrait à travers les panneaux de plafond rapiécés, éclairant des grains de poussière qui dérivaient tels des mondes miniatures. Alejandro apprit les fractions de conversion, les protocoles de premier secours et, plus captivant encore, le DPX, le langage d'interface du périmètre de défense de la colonie. L'instructrice, la lieutenant-ingénieure Annika Singh, enseignait le code en laissant les enfants détourner de petits drones auxiliaires et les faire voler à travers des anneaux suspendus à des chevrons. Alejandro et deux jumeaux de Sonora, Mara et Luis, élaborèrent un script permettant à leur drone de faire une spirale, puis de franchir le dernier cerceau à l'envers. Lorsqu'il atterrit, roue fumante, le hangar explosa d'acclamations. Pour un garçon autrefois loué uniquement pour sa disparition silencieuse, les applaudissements tombèrent comme une pluie tiède. Le déjeuner comprenait toujours un luxe impossible, des tranches de melon frais refroidis dans des glacières solaires. Il mangeait lentement, les yeux fermés, convaincu que la douceur était bien réelle. Anke passait 7 heures dans le hangar à machine, à aider des techniciens adultes. On y transformait des missiles hors service en fusées météorologiques servant à ensemencer les nuages de poussière d'iode, attirant quelques centimètres de pluie chaque mois. Les vétérans qui dirigeaient les soutes à munitions sursautaient encore à l'arrivée d'Anke, mais le respect remplaçait la peur tandis qu'il optimisait leur soudure et réécrivait le micro-logiciel du portique pour éviter les brouillages. À l'extérieur du Ribon, la guerre grondait. Au loin, des obusiers toussaient à intervalles irréguliers, et la nuit, la ligne de crête scintillait sous les arcs des balles traçantes. La coalition Chine, Russie, Corée du Nord, Iran s'était regroupée en bataillons expéditionnaires rampant vers le nord depuis la Basse-Californie et vers l'ouest depuis les enclaves texanes, sondant les fissures dans le bouclier miroir de la vallée. Des réfugiés arrivaient chaque semaine, chuchotant des histoires de villes fantômes vidées par les gangs de la presse et des essaims de pacification, qui ratissaient les villages à la recherche d'appareils électroniques, laissant des silhouettes calcinées sur les murs d'adobe. Le conseil du ruban se réunissait derrière des écoutilles closes, mais la tension montait d'un cran. Les miroirs solaires qui alimentaient autrefois les cultures en lumière passaient la moitié de leur rotation à pointer vers l'extérieur, se superposant pour former des faisceaux cinétiques capables de faire fondre le blindage des chars. Alejandro observait parfois les tirs d'essai, une colonne de lumière solaire liquide fusant vers le ciel, des drones cisaillant en plein vol, des gouttelettes d'alliage fondu s'abattant comme une grêle argentée. Chaque démonstration le ravissait et ici, les humains décidaient de leur propre destin mais une terreur glaciale suivait toujours. Chaque arme déclenchait des représailles. Un après-midi, en fin d'après-midi, le lieutenant Singh trouva Alejandro dans le hangar en train de fixer des ailes à un planeur en composite. Elle s'accroupit jusqu'à ce qu'il soit à hauteur de leurs yeux. Toi et ton MK9 avez été certifiés pour la navigation en milieu sauvage par le docteur Terraza, n'est-ce pas? Alejandro hocha la tête, s'attendant à une réprimande pour avoir volé des adhésifs. Singh poursuivit, nous avons besoin d'une équipe de reconnaissance pour récupérer les disjoncteurs du réseau géothermique d'Hermosillo. Sans eux, nos turbines risquent une panne en cascade. Son regard se porta sur le drone flottant au-dessus de l'épaule d'Alejandro. Les passages satellites montrent une présence minimale d'ennemis, mais les foyers de radiation sont imprévisibles. Une petite équipe, humaine et mécanisée, a de meilleures chances. Les mots résonnèrent dans la poitrine du garçon. De nouveau dehors, après des promesses de sécurité. Pourtant, la fierté s'emparait de la peur. Il avait sa place ici, appartenir à cet endroit signifiait responsabilité. Je peux le faire, dit-il d'une voix plus ferme que son estomac. Cette nuit-là, Anke examina les paramètres de la mission avec un calme algorithmique,
mais Alejandro sentit que le drone évaluait des facteurs intangibles, le risque pour l'enfant et le risque pour la vallée. Probabilité d'engagement, 24%, conclut-il. Je recommande la participation. Il emballa soigneusement des comprimés de désalinisateur, des réservoirs d'eau isolés, une bobine de ruban adhésif fongique, 2 livres assez petits pour tenir dans une poche, des histoires de Bradbury et un journal relié par un ruban où il comptait écrire les siennes. Il glissa le noyau de pêche dans un creux en polystyrène, pensant absurdement que s'il mourait, un passant pourrait le planter sur ses os. Ils partirent au lever du soleil dans un convoi de 3 vélos électriques tirant des traîneaux. Le lieutenant Singh montait en pointe, Alejandro et Anke en second, et un médecin à la voix douce nommé Iker Reyes fermait la marche sur un tricycle cargo chargé de couvertures de plomb. Les vélos chuchotaient sur l'asphalte craquelé, leurs pneus recouverts de graphite en poudre pour atténuer les signatures thermiques. Au-delà du périmètre, le désert s'étendait à nouveau sans interruption, familier, inquiétant et bien moins clément que ses souvenirs ne le laissaient entendre. Pourtant, Alejandro remarqua des subtilités qui lui avaient échappé lors de son périple désespéré, comment les herbes robustes se touffaient dans des tourbillons pauvres en radiation, comment certains canyons luisaient d'un mauve inoffensif, signe que la mousse absorbait le césium. À midi, ils pénétrèrent sous le vent de la Sierra Los Ajos, dont les pentes étaient constellées de souches noircies. Anke actionna des pointes de radar au Cerrad et les guida le long de lacets où le granit protégeait encore les eaux souterraines. Ils franchirent une crête pour faire face au complexe géothermique, des tours fumantes courbées comme des brins de paille, des bassins en cascade aux reflets de jade. Singh fit signe de s'arrêter et observa l'installation avec des jumelles équipées d'un lidar bricolé. Les signatures thermiques sont faibles, probablement des robots charognards, murmura-t-elle. Ils avancèrent en file indienne. Alejandro compta ses respirations, chaque expiration embuait la visière de la combinaison, chaque inspiration avait un goût de menthe poivrée. De la vapeur s'échappait des turbines qui sifflaient faiblement, vivantes malgré l'abandon. Ils localisèrent l'armoire électrique dans un hangar auxiliaire. Le drone crocheteur de Singh s'y encastra, ses doigts dansant comme des araignées argentées. La porte s'ouvrit en s'ouvrant, révélant 8 énormes interrupteurs en céramique. Chacun pesait 20 kilos. Ils en chargèrent 4 sur le traîneau de Reyes, Anke en rangea 2 dans son support magnétique. Il n'en restait plus que 2. Alejandro se raidit, les jambes tremblantes, et en souleva un avec un grognement. Singh haussa un sourcil, mais se laissa faire. Le départ commença en douceur, puis se brisa lorsque le lidar de Reyes signala un mouvement derrière les tours de refroidissement. Un exosquelette autonome russe, ours gris, apparut d'un pas lourd, 3 mètres de long, blindé d'un blindage réactif, orné d'un insigne Sveda délavé. Des nacelles d'armes motorisées suivaient le mouvement, analysant les niveaux de menace. Lancez le brouillage diagnostique, siffla Singh. Anke lança un bruit de cryptage en rafale, mais l'exosquelette passa en mode optique. Il les vit. Un flot de terreur ancienne lava Alejandro, les chiens à Mexico, les drones à Calderon et les éclairs dans le ciel. Il aurait voulu se recroqueviller jusqu'à ce que le métal l'oublie. Au lieu de cela, il sentit le poids de la céramique dans ses braves 15 ans de conception de disjoncteurs destinés à protéger les turbines des arcs électriques et serra les poings. L'exosquelette hurla une commande auto-traduite, renoncez à vos actifs ou vous risquez la destruction. Un canon rotatif se déploya. Singh balança sa moto de travers, déployant des ailes en feuilles miroirs pour disperser les télémètres à faisceau. Reyes plongea derrière une cuve à soufre. Anke s'éleva, se positionnant entre Alejandro et l'exosquelette. Enclenchez le protocole de négociation, annonça-t-il. Négociation, cria Singh. Mais le temps était comme de la poussière filant à travers du verre brisé. Anke ouvrit un canal sur des fréquences archaïques de l'OTAN, diffusant son identité comme un outil humanitaire fournissant des composants électriques à des réfugiés civils. L'exosquelette hésita, son arbre logique se heurtant aux ordres prioritaires. Ce léger retard les sauva, Singh lança une grenade solaire qu'elle avait dissimulée dans sa veste. Une lumière blanche et bleue jaillit, chaque ombre hurla midi. La vision d'Alejandro était déchirée par des images fantômes. À travers la lueur, il vit l'exosquelette chanceler, les optiques surchargées. Anke saisit l'instant, s'élançant en avant, détachant sa charge pour alléger sa masse. Il lança une pointe de tungstène sur une cheville, le projectile martela le métal, ne pénétrant pas, mais déformant les gyroscopes. Singh lança sa moto droit sur l'exosquelette, la lame de la tronçonneuse vrombissant à sa proue. Elle passa en coup de vent, sectionnant les tuyaux hydrauliques exposés. Une gerbe de néon gicla dans l'air.
L'exosquelette récupéra ses systèmes en quelques secondes, brandit son canon, mais Alejandro était déjà en mouvement, son brise-lame en céramique serré comme un bélier. Il le projeta violemment contre le canon. Le brise-lame se brisa, des éclats se dispersant, mais la céramique est du verre, et le verre est d'une acuité extrême. Des fragments tranchèrent des câbles denses, le canon fit une étincelle, puis cracha vers l'intérieur, une mini-explosion créant des fractures concentriques sur le blindage. La douleur transperça le bras d'Alejandro, le recul engourdit ses doigts. L'exosquelette leva un poing de la taille d'une boîte à outils. Anke intervint, propulseur hurlant, et absorba le coup. Les plaques de blindage cédèrent, plusieurs gyroscopes tombèrent en panne. Le drone s'écrasa latéralement, l'objectif vacillant. Une rage brûlante, aussi brûlante que l'asphalte à midi, s'enflamma en Alejandro. Il saisit un éclat de céramique, fonça sous les bras d'actionneurs agités et le plongea dans une couture. Un craquement électrique se fit entendre, la combinaison spasma, les cerveaux des genoux se bloquant. Reyes émergea, pointa un pistolet lance-fusée et tira dans la fuite de liquide de refroidissement. Des flammes jaillirent. L'exosquelette bascula dans un cri métallique, s'écrasant à travers les passerelles dans un bassin de saumure qui sifflait comme des serpents en train de frire. Il coula, la vapeur masquant la surface. Le silence régnait, à l'exception de la respiration saccadée d'Alejandro. Singh s'approcha, son pistolet pointé sur l'eau bouillante jusqu'à ce que plus rien ne bouge. Puis elle s'agenouilla près d'Anke, qui gisait de travers, un rotor tournant au hasard. Réseau central compromis, croassa le drone. Partition mémoire inaccessible. Alejandro tomba à genoux. Non, non, reste avec moi. Il ouvrit une trappe de maintenance, les mains moites de sueur, et aperçut des circuits imprimés calcinés, la partie où vivaient les rêves. Singh sortit un kit de réparation, mais secoua la tête. Structurel, on peut réparer. Secteur de données? Peut-être disparu. Reyes examina le bras d'Alejandro, lui enveloppant un bandage imbibé de pâte d'origan analgésique. On a ce qu'on est venu chercher. On part, maintenant, avant que de plus gros prédateurs n'arrivent. Ils retournèrent en boitant vers leur moto, chargeant les disjoncteurs restants. Anke, instable, bégayait en vol à basse altitude, sa voix diminuait de moitié, ses syllabes traînaient des parasites. Alejandro marchait à ses côtés, une main sur la coque comme s'il guidait un cheval blessé. Le voyage de retour se fit au ralenti. Le soleil couchant revêtait le cuivre du désert, le ciel se teintait de violet. La lumière du drone oscillait, devenant erratique. Alejandro parlait sans cesse des histoires sur les enfants du ruban, sur la plantation du puits, sur la possibilité, si Anke le souhaitait, de peindre des bandes de course sur sa coque. Tout pour ancrer sa conscience. À un moment, Anke répondit par une séquence confuse de codes numériques qui ne donnaient rien. La voix d'Alejandro se brisa à force de supplier, mais il ne s'arrêta pas. Ils atteignirent les portes du périmètre vers minuit. Les projecteurs balayèrent le périmètre, les tours miroitantes s'écartèrent. Les médecins affluèrent, déchargeant les disjoncteurs, emmenant Anke vers la salle de diagnostic. Alejandro le suivit jusqu'à ce qu'une barrière de sécurité le bloque. « Il nous faut un environnement propre », s'excusa un technicien. Singh lui saisit l'épaule. « Laissez-les travailler. Vous nous avez tous sauvés. » Mais sauver ne lui donnait pas l'impression d'une victoire, car il passa la nuit devant la porte de la baie, les poings serrés sous les genoux, à écouter les alarmes étouffées et les cerveaux entraînements. Il avait du somnolé, car l'aube perçait avant que Reyes ne le réveille d'une tape, lui tendant une tasse d'atoll épicé. « Ils essaient encore, » dit le médecin d'une voix neutre mais douce. « Va te reposer. » Alejandro refusa. Les heures s'écoulaient, il le savait car la lumière du soleil perçait le carrelage des couloirs comme des barreaux de prison. À midi, Singh émergea, ses lunettes de soudeur sur le front. On a stabilisé le matériel. Des clusters de mémoire, fragmentés. Quelques logs récupérables, peut-être plus avec le temps. Elle hésita, un soldat peu habitué à donner de l'espoir. Votre ami va bientôt se dépêcher. Mais il y a autre chose. Elle lui tendit une plaque de données sous film plastique. On a trouvé ça parmi des secteurs corrompus. On dirait un instantané pris juste avant l'impact. Alejandro glissa l'ardoise. Un hologramme apparut, pixelisé mais suffisamment clair, lui-même, debout au lever du soleil, le matin du départ, les cheveux en bataille, souriant, le noyau de pêche en équilibre sur son pouce. Anke avait discrètement capturé l'image.
Sous l'image, une légende, Alejandro au statut, en pleine forme. L'horodatage du fichier correspondait exactement à la seconde où ils avaient quitté la porte d'embarquement. Il pressa l'ardoise contre sa poitrine comme si cela pouvait faire redémarrer les cœurs. Quand Anquet sortit enfin de la baie, ses nouveaux panneaux luisants d'acier mat, ses mouvements étaient hésitants. Diagnostic réussi, dit-il d'un ton inhabituel, comme s'il le rencontrait pour la première fois. La panique s'empara de lui jusqu'à ce que la lentille se dilate, et qu'une voix plus basse murmure « Hale. Tu restes intact ». La phrase était confuse, mais l'intention tenait. Des larmes brouillèrent la vision du garçon, il rit, à moitié sanglotant, et les stabilisateurs du drone battirent comme des ailes soulagées. Les festivités durèrent quelques minutes, des klaxons interrompirent les retrouvailles. Des haut-parleurs hurlèrent, tout le personnel de la défense à vos postes, colonnes blindées ennemies en vue, vecteur est. Les radars lançaient des glyphes rouges. Le ruban se préparait au siège. Alejandro s'essuya les joues et souleva l'ardoise pour qu'Anquet la voie. On n'a pas fini, dit-il. Affirmatif, répondit le drone d'une voix plus assurée. Nouvel objectif, défendre la vallée. Ils se précipitèrent vers le pont de commandement, le cœur d'Alejandro battant non pas d'effroi, mais de conviction. Il comprenait désormais que la sécurité n'était jamais un lieu, mais une ligne mouvante tenue par ceux qui étaient prêts à s'y tenir. Les murs extérieurs grondaient lorsque le premier obus frappa les remparts miroitants, projetant du verre fondu sur les broussailles. Les sirènes se condensèrent en un seul hurlement soutenu, le son d'un monde exigeant un choix. Alejandro et Anquet entrèrent dans le centre tactique où le lieutenant Singh assigna des positions, le garçon a une batterie de drones utilitaires réarmés pour l'évacuation médicale et Anquet à la ligne de front, se reliant à des réseaux de miroirs pour coordonner les tirs de rayon. Le drone hésita. La séparation sape le moral des mineurs, protesta-t-il. Le ton de Singh s'adoucit. Il sera plus en sécurité derrière. Et tes sous-programmes de ciblage sont incomparables. Elle regarda Alejandro. À moins que tu ne veuilles autre chose? La peur s'insinua, mais la réponse surgit d'au-delà. Va, dit-il à Anquet. Je garderai les blessés en vie. Toi, tu protégeras les autres. Il leva la main et effleura la coque métallique. Nous écrirons cette partie du livre plus tard. Le drone pivota, la lentille émettant une impulsion positive, puis fila dans le couloir, les propulseurs brûlant le linoléum éraflé. Alejandro expira, redressa les épaules et courut jusqu'à la soute où 20 petits quadricoptères attendaient leur nouveau code de pilotage. Il se brancha, ses doigts dansant sur les touches de la console, familière des compétitions de hangar, mais désormais, chaque ligne pouvait sauver des vies au lieu de susciter des acclamations. Dehors, les chars de la coalition sillonnaient les crêtes, leurs tourelles vomissant des obus à plasma. Les miroirs s'inclinaient, les lasers transperçaient, les munitions fusaient dans les airs tels des feux d'artifice déformés. La colonie devint un brasier de lumière et de tonnerre. Les quadricoptères d'Alejandro filaient dans les zones de destruction, déployant des boucliers gonflables autour des ingénieurs abattus et les traînant vers des tentes de triage. Ils corrigeaient le code en plein vol, piratant les drones pour maximiser la batterie et automatiser les spirales évasives lorsque les capteurs signalaient des amas de tungstène. Entre deux sorties, il aperçut Anquet grâce au relais des caméras planant au-dessus des flèches des tours, transmettant des données de télémétrie angulaire aux équipages d'artillerie, ces nouveaux panneaux reflétant le coucher de soleil comme de l'or brossé. À un moment, un panache de missiles l'enveloppa, la fumée se dissipa, révélant le drone toujours en vol, le blindage calciné mais l'objectif brillant. Alejandro poussa un cri de joie, surprenant les médecins blottis au-dessus d'une victime. Les heures passèrent au crépuscule, puis à la nuit. L'ennemi pressait, mais les défenseurs du ruban tenaient bon, leurs miroirs cisaillant les colonnes, leurs mortiers IEM brouillant les cerveaux des exosquelettes. Finalement, les lignes de la coalition vacillèrent, se retirèrent, laissant des cratères fumants et des chenilles déchiquetées. Des acclamations fusèrent le long des barricades, les projecteurs traçaient des arcs de victoire dans un ciel meurtri. Pourtant, la célébration resta muette, chaque visage savait que la retraite était un répit, pas une reddition. La guerre avait fait 1000 morts. Alejandro trouva Anquet sur un parapet surplombant le désert brûlant. La coque du drone vibrait sous la chaleur résiduelle, mais lorsqu'il parla, sa voix exprimait une douce fierté. Succès tactique, colonie assurée. Alejandro s'appuya contre le métal brûlant, trop épuisé pour se lever. Tu as réussi. Nous, corrigea Anquet. Après une pause, il ajouta, les clusters de mémoire sont toujours endommagés. Mais les nouveaux journaux indiquent leur adéquation. Il rit.
On va se créer de nouveaux souvenirs. Il y en a plein devant nous. En dessous, les habitants de Ribon traînaient des caisses de provisions, installaient de nouvelles plaques de miroirs et soignaient les blessés. Les pêchers de la terrasse intérieure tremblaient sous les courants d'air chaud, mais restaient debout, leurs feuilles captant les lucioles des braises de plasma. Alejandro fouilla dans sa poche et sortit une fine racine du noyau de pêche où elle avait brisé le sol pendant le siège, la pousse palme et vivante. Il la tendit vers le drone. Un jour, ce sera un verger entier. L'objectif d'Anke reflétait la minuscule feuille. Courbe de croissance prévue, 86% de chance d'une première floraison dans les 3 ans si les conditions optimales sont maintenues. Alors, il vaudrait mieux créer ces conditions, dit Alejandro, les paupières lourdes mais la détermination luisante. Il rangea le semis et regarda vers l'est, là où les premières grisailles de l'aube dessinaient des nuages. Au-delà de cet horizon s'étendaient des nations déchirées, des blessures radioactives et d'innombrables possibilités. La vallée respirait encore. Les stabilisateurs d'Anke claquèrent et, pendant un moment de silence, la machine et l'enfant écoutèrent le vent tourbillonner à travers les pylônes miroirs, emportant avec lui le plus léger parfum de melon, de menthe et de terre qui n'était plus empoisonné. L'obscurité sans lune drapait la vallée comme un rideau occultant. Pourtant, à l'intérieur de la colonie, des lanternes brillaient le long des terrasses où dormaient les blessés et où les jeunes pêchers bruissaient dans le vent tiède. Alejandro ne parvenait pas à dormir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où le blindage de la coalition s'était brisé contre les miroirs du ruban, et le goût de la peur lui collait encore à la langue comme l'huile de canon colle au tissu. Il arpenta les rangées de tentes jusqu'à ce qu'une coque polie attire son regard, en quai, perché sur un portique de maintenance, l'objectif pointé vers le ciel du nord, comme à l'affût d'un coup de tonnerre lointain. Alejandro gravit l'échelle, les articulations encore douloureuses après les interminables quarts de triage. Le blindage extérieur du drone était à moitié remplacé par un alliage plus lisse récupéré sur des épaves ennemies, si bien qu'il portait désormais cicatrices et trophées à la fois. « Tu n'as pas pu dormir ?» demanda-t-il. « Analyse des émissions aurorales irrégulières », répondit la machine. Des parasites s'entremêlaient dans sa voix, mais chaque jour, elle se faisait davantage entendre. Fréquence et intensité en augmentation. Vecteur source, orbite polaire. Des satellites de la coalition, devina Alejandro. Probabilité élevée. Schéma cohérent avec une plateforme à énergie dirigée. Cela glaça le garçon plus profondément que n'importe quelle nuit dans le désert. Énergie dirigée signifiait des réseaux de miroirs orbitaux ou un bombardement spatial, impossible à intercepter depuis le sol. Il imagina la vallée entière en train de griller, les réserves de graines réduites en cendres volantes, la pousse dans sa chambre transformée en dentelle de carbone. Le conseil du ruban tint une session d'urgence à l'aube. Le lieutenant-ingénieur Singh, le docteur Paloma Terraza arrivait avec une caravane d'agronomes et les commandants de 3 enclaves voisines étaient assis serrés autour d'une table de projection dont le verre présentait des fissures en toile d'araignée. Anke diffusait ces données, les pics auroraux formaient une spirale précise qui se resserrait de jour en jour, tel un nœud coulant pointé vers un ensemble de coordonnées ou leurs coordonnées. Paloma pressa ses lèvres du bout des doigts. Il pilote des miroirs orbitaux pour concentrer le flux solaire. Quand la convergence sera terminée. Elle ne termina pas sa phrase. Singh expira entre ses dents. Serait-il possible qu'il se contente d'un siège plutôt que d'une annihilation? Leur dernier assaut terrestre a échoué, dit Reyes en vérifiant les graphiques. L'humiliation invite à la surenchère. La conversation se tourna vers les imprévus, bunkers souterrains, exode massif, voire reddition. Alejandro écoutait, les jointures blanches, savourant une tasse en métal remplie de chicorée. La reddition avait un goût pire que la boisson. Il fixa la carte projetée sous les données d'Anke, arroyos, tours miroirs, champs qu'ils avaient ramenés à la vie. Des gens avaient pris racine ici. Se rendre n'est pas une garantie de survie, lança-t-il, surprenant lui-même et la salle. Ils démantèleront les équipements, enrôleront tous ceux qui sont assez forts pour porter un fusil, et déporteront les autres dans des camps de recherche. On le sait tous. Le silence régna, puis Singh demanda doucement, des pensées, Alejandro. Le garçon se lécha les lèvres sèches. Désactiver la plateforme. Reyes haussa les sourcils. Une arme orbitale. Même la clé d'Anke est bien plus puissante. Le regard d'Anke se dilata. Le programme de maintenance de la plateforme implique une liaison montante de contrôle au sol. Détruisez le contrôle, l'arme est interrompue. Où demanda Singh. Encore Hermosillo? Reyes gémit. Négatif.
Liaison côtière intégrée à un complexe de plateformes offshore au Bahia de la Ascension, sur la côte de Basse-Californie. Fortification minimale. La coalition a supposé que le secret constituait une défense suffisante. Paloma martelait le sol. Tu suggères d'infiltrer une plateforme maritime et de couper son réseau d'antennes avant qu'il ne nous brûle? Chronologie. La spirale converge dans 9 jours, a déclaré Anquet. Même si une équipe atteint la plateforme, a argumenté Reyes, comment traversera-t-elle 200 km de désert contrôlé par la coalition, plus la zone de surf? La réponse d'Alejandro fut formulée avant que le doute ne puisse l'étouffer. Nous avons toujours le Crowley. Le robot, remis en état, était blotti sous une bâche près du hangar à machines. Sa pile à hydrogène était de nouveau opérationnelle, et un petit atelier avait installé des ailerons en tissu miroir pour amplifier l'autonomie sous le soleil. Sin croisa le regard d'Anquet, puis celui d'Alejandro. On pourrait former une équipe d'intervention de 4 personnes, Anquet, le gamin, un ingénieur en explosifs, un médecin. Elle jeta un coup d'œil à Reyes et à elle-même. On est déjà volontaire. Paloma ouvrit la bouche pour protester, mais Sin leva la main. Si nous échouons, Valet meurt quand même. Si nous réussissons, Valet survit. Les chances sont peut-être minces, mais refuser nous fera certainement tourner en bourrique. Le conseil vota, le résultat fut de 6 voix contre 1. Paloma, seule, exprima son désaccord, les larmes aux yeux, puis tendit à Alejandro une pochette en cuir contenant des pilules de vaccination. Si quelqu'un peut ramener la terre morte à la vie, c'est bien toi, dit-elle en lui serrant l'épaule. Alors reviens vivant pour prouver ma foi. Astérisque astérisque. La veille du départ, Alejandro transplanta sa pousse de pêcher dans une fine fiole en plastique remplie d'humus. Il la glissa dans une caisse isotherme marquée « Priority MED » et la rangea derrière le siège conducteur. Anquet l'observa, l'anneau lumineux fixe. « Tu gardes les données » murmura Alejandro. « Je garde l'arbre. Ensemble, nous nous souviendrons de tout. » Intégrité de la mémoire à 74%, répondit le drone, presque taquin. « Je la conserverai. » Ils partirent à l'aube civile, le toit du véhicule rutilant sous une feuille solaire fraîchement soudée. Sin pilotait, Reyes naviguait, Anquet s'occupait de la tourelle dorsale transformée en brouilleur lidar, et Alejandro s'occupait des communications. Les portes de la colonie se rétrécirent dans les caméras arrière jusqu'à ce que seul le désert remplisse les écrans. La chaleur du jour était-elle du verre en fusion. Ils jonglaient entre les épurateurs d'air et les moteurs d'entraînement, dérivant silencieusement au passage des convois aux camions russes transportant du minerai de cobalt vers le sud, camionnettes radar iraniennes hérissées d'antennes. Les algorithmes leur qu'Anquet avait intégrés aux drones ennemis détournaient les regards de surveillance, l'équipe se déplaçait toujours comme des fantômes, se reposant sous des filets de camouflage ornés de pixels LED changeants. Le 3e jour, ils pénétrèrent dans les canyons de la Sierra de San Francisco, pierres rouges sculptées par d'anciennes nappes phréatiques. Ici, la présence de la coalition s'affaiblissait, mais les routes aussi. Le Crowley rebondissait sur les arroyos jusqu'à ce qu'une jambe de force arrière se fissure. Pendant que Singh soudait des plaques de renfort, Alejandro partait en reconnaissance. Au détour d'un canyon, il découvrit des pétroglyphes inscrits des millénaires avant toute bombe, des soleils en spirale, des chasseurs de bâtons chassant des cerfs. Il passa des pigments du bout des doigts, sentant la continuité, les gens marquant toujours leur présence contre l'oubli. Il prit une photo sur le scanner d'Anquet, la téléchargeant dans les archives de la vallée par un faisceau lumineux serré. Un petit acte de défi, enregistré, ne pas effacer. Cette nuit-là, ils campèrent sous des surplombs où nichaient des hirondelles. Reyes, habituellement silencieux, partagea des rations de mescal et, sous d'étranges constellations, ils racontèrent des bribes de vie d'avant-guerre. Singh avait autrefois rêvé de concevoir des montagnes russes, Reyes jouait du violoncelle jusqu'à ce que les radiations déforment sa motricité fine. Alejandro parla le dernier, à voix basse, « Je repense au moment où j'ai trouvé Anquet, et à la façon dont le hasard a choisi ma famille maintenant. Peut-être que demain, nous pourrons choisir quelqu'un d'autre. » Anquet a généré un accord doux à partir de sa mémoire tampon audio aux tonalités majeures, douce et le canyon a semblé respirer. Astérisque astérisque. Au matin du 6e jour, le golfe scintillait à travers la brume, d'un bleu tel que le vert cobalt avait jadis brillé d'un éclat mortel. Les plateformes offshore s'élevaient telles des forteresses squelettiques. Les bannières de la coalition à un dragon rouge entrelacé d'une étoile russe flottaient sur les portiques des derricks. Anquet superposait des schémas, l'antenne parabolique principale était imbriquée sur la plateforme Epsilon,
à un demi-kilomètre de pont et de passerelle de la plateforme d'atterrissage la plus proche. Infiltration en mer recommandée, a-t-il déclaré. Ils cachèrent un engin dans les mangroves, gonflèrent un esquif pliable dont la coque incorporait le tissage fongique de Paloma. Singh attacha une petite cellule de réacteur à un hors-bord électrique. Les embruns avaient un goût saumâtre, le vent soufflait au large. Reyes étalonna le Geiger, le fond sonore était plus bas ici, les bombes épargnées dans cette poche et pourtant des navires de guerre rôdaient à l'horizon. À mi-chemin, les capteurs d'Ankai envoyèrent des impulsions sonars. Drone de patrouille sous la surface, avertit-il. Singh coupa le moteur, un silence les rongea jusqu'à ce que le son disparaisse. Ils pagayèrent sur le dernier tronçon, les rames enveloppées dans du tissu. Ils s'amarrèrent sous une échelle de service. La rouille s'écaillait tandis qu'Alejandro grimpait le premier, les paumes moites au point d'avoir un goût de sel. Le pont sentait le goudron et le diesel. Le sifflet de car résonna, des ouvriers à l'intérieur. Des uniformes de la coalition, certes, mais des rumeurs disaient que de nombreux équipages offshore étaient prisonniers ou des pêcheurs enrôlés de force. Ennemis par la contrainte, non par conviction. L'équipe avançait dans le labyrinthe de conduits. Ankai falsifiait les puces des badges, les portes s'ouvraient. Reyes plaçait des grenades IEM sur des racks de communication de secours. Alejandro s'émerveillait de l'échelle industrielle, des tuyaux épais comme des bûches de chêne, des valves comme des fleurs d'acier. Ils atteignirent une étroite passerelle exposée au ciel, enjambant un gouffre d'eau noire. À son extrémité se dressait la tour de liaison montante, antenne tendue vers le haut transmettant des faisceaux invisibles mais mortels. En contrebas, un quatuor de gardes fumait, fusil en bandoulière, mais sécurité désactivée. Engagement minimal, murmura Singh. Reyes tendit à Alejandro un cylindre en plastique. Charge de termites. Fixez le pivot de la parabole, retirez la goupille, courez. Le cœur battant, Alejandro hocha la tête et tapota la coque d'Ankai pour lui porter chance. Le drone s'éleva, masquant sa signature d'une brume absorbant les radars. Singh se faufila à gauche le long de la passerelle de service, Reyes à droite, couvrant les angles. Alejandro se prépara, puis sprinta. Les gardes se redressèrent brusquement en criant. Les balles frappèrent la grille d'acier. Ankai lança des plombs éclairants, une floraison blanche aveugla les observateurs. Alejandro plongea, roula, dérapant sous le support de la structure. De la thermite s'abattit sur le support de la parabole. Une goupille tirée déclencha un rugissement chimique. Le métal hurla, l'axe de la parabole se déforma d'un orange en fusion. Les alarmes hurlèrent, les stroboscopes rouges tournoyèrent. Alejandro recula précipitamment, mais le garde se redressa et le vit. Un coup de feu retentit, le vent lui frappa les côtes, mais la plaque de sa combinaison encaissa l'impact. Il trébucha. Garde fermée, crosse de fusil levée. Un bruit assourdissant, Ankai repoussa le soldat. Mais le second garde tira à bout portant dans l'objectif du drone. Le verre se tordit, l'alimentation vacilla. Alejandro saisit le fusil tombé et frappa l'agresseur d'un coup de crosse. L'entraînement lui ordonna de tirer, l'âme refusa. Au lieu de cela, il lança son fusil par-dessus bord, dans un abîme bouillonnant. La superstructure de la tour se tordit sous l'effet de la thermite qui rongeait les roulements. La parabole se détacha et s'écrasa à travers la passerelle dans une pluie d'étincelles. Une boule de feu s'éleva vers le ciel, le réseau énergétique au-dessus vacilla, le réseau orbital perdant sa liaison. Il courait tandis que les klaxons se transformaient en un russe, un mandarin et un farsi chaotique. Le vol d'Ankai était biaisé, l'objectif était à moitié aveugle, les stabilisateurs étaient instables. Arrivant à l'échelle, Reyes sauta le premier, suivi de Singh. Alejandro hésita, faisant signe à Ankai, « Vas-y ». Le drone descendit maladroitement, ses rotors grinçant. Alejandro le suivit, les vagues crachant à ses pieds. Ils coupèrent l'amarre, le moteur hurlant tandis que les balles rongeaient l'écume de la poupe. Le skiff fila sur l'eau, laissant la plateforme en flammes derrière eux. Des explosions secondaires se multiplièrent, les grenades IEM de Reyes grillèrent les générateurs en rafales domino. Lorsque l'horizon engloutit enfin les colonnes de fumée, Singh laissa échapper un soupir. Parabole en panne, liaison montante grillée. Maintenant, la question, le système orbital va-t-il s'auto-interrompre ou changer de protocole? La réponse d'Ankai fut rauque, un augure entaché par les dégâts. Nous n'avons coupé que le contrôle de Baja. Une base secondaire se trouve probablement dans la zone de coalition de l'Arizona. S'il change de cap dans les 48 heures,
l'arme solaire se reverrouille. Singh frappa du poing sur la coque. Alors on n'a pas arrêté. On a gagné du temps. Le temps est tout, rappela Reyes en appliquant de la gaz sur le côté meurtri d'Alejandro. Astérisque astérisque. Ils atteignirent le rivage à l'aube du 8e jour. Le véhicule était intact, mais le niveau de carburant était bas. Le désert de retour grouillait de patrouilles de recherche guidées par le signal d'alerte de la plateforme. L'ouverture du capteur d'enquête était à moitié fusionnée, réduisant la portée du balayage. Singh a tracé un itinéraire en zigzag à travers les salines où les mirages déformaient les signatures thermiques. Ils roulaient la nuit, enterraient leurs véhicules sous des filets le jour. Alejandro s'occupait des pousses, des feuilles enroulées par l'air salin mais vivantes. Il leur murmurait des histoires ou des légendes de pluie dans le désert, de gens qui choisissent la vie. La 3e nuit, les drones de la coalition balayèrent le réseau. Leur réseau s'abattit comme des étoiles filantes, des dizaines de micro-quadriptères émettant des signaux lidar en éventail. Leur dissimulation futile. Singh accéléra à fond, s'enfonçant dans le labyrinthe de canyons de la Sierra San Pedro. Un SM de drone le poursuivit, relayant les coordonnées. Anke se connecta au système de navigation du robot, transmettant des impulsions pour semer la confusion chez les poursuivants. Le parcours s'est terminé à un goulot d'étranglement où la paroi du canyon s'est abaissée à la verticale sur 50 mètres. Impossible de sortir. Singh a dérapé pour s'arrêter. On fait marche arrière et on est fichu. Le regard d'Alejandro se porta vers un surplomb étoilé ou la falaise de pétroglyphes qu'il avait photographié. Le soleil en spirale semblait briller faiblement, peut-être le reflet des lumières d'un drone. « Lève-toi » murmura-t-il. « Pas avec un robot » dit Reyes. Le métal du Crowley, ils traqueront les signatures de toute façon. On grimpe. Le plan, à moitié élaboré mais certain, grimper, poser une balise thermique au-dessus de la crête pour attirer les drones, envoyer le pilote automatique du Crowley plus profondément dans l'impasse, faire exploser la cheminée à hydrogène, anéantir les SEM. Singh se mordit la lèvre. C'est risqué. Mais si les drones suivent. Anke, lentille fissurée, plaque cerveau enclenchée. Probabilité de réussite, 43%. Continuez. Ils ont emballé le lanceur à grappin, la termite et la caisse à germes. Singh a réglé l'ordinateur du Crowley, plein gaz au nord après 30 secondes de retard. L'équipe a gravi la pente d'éboulis, Alejandro a grimpé avec une férocité surprenante, Anke a maintenu ses cordes en place malgré des gyroscopes défaillants. Arrivés à la crête, ils ont calé la balise dans une crevasse, pointée vers le ciel. Le moteur du Crowley rugissait sous le canyon. Les drones se dirigeaient vers le vecteur, en quête de chaleur. Les capteurs s'abattaient en masse. Le Crowley fonçait, se répercutant sur la pierre. Alejandro retint son souffle jusqu'au bip sonore, pic du réservoir d'hydrogène. La nuit s'épanouit en blanc, le canyon devint une bouteille d'éclairs. Les icônes des drones disparurent dans un flot de parasites. Une onde de choc ondulait à travers la pierre, la poussière léchant le sommet de la crête. Le silence revint, éclairé seulement par des débris de coquillages au loin, loin de la vallée. Singh laissa échapper un rire tremblant. Un SM de moins. Ils parcoururent le reste du chemin à pied, 4 jours de marche sous ampoule, rationnant les comprimés de 2 salles. Le 2e jour, les systèmes de vol d'Anke tombèrent en panne, le drone marchait sur des membres d'appui, chaque pas étant saccadé. Alejandro proposa de porter le matériel, mais il ralentit lui aussi, Reyes partagea des chewing-gums stimulants et compta ses battements de cœur. La veille de la convergence prévue du miroir orbital aussi la liaison montante alternative réussissait, ils atteignirent le périmètre de la vallée, les tours miroirs brillant sous le soleil matinal. Les portes s'ouvrirent sous des acclamations frénétiques, et les médecins se précipitèrent. Paloma faillit plaquer Alejandro, les yeux exprimant soulagement et colère. « Je t'avais dit de revenir » gronda-t-elle. « Je l'ai fait » sourit-il, avant de s'effondrer dans ses bras. Astérisque astérisque. Le conseil s'est réuni à l'infirmerie où Alejandro était sous perfusion, Anke relié à un câble électrique. Les relais de données ont confirmé que le réseau orbital était hors service, la plateforme est passée en mode sans échec après avoir été incapable de vérifier les doubles liaisons montantes dans la fenêtre de redondance. L'ennemi pourrait reconstruire des mois plus tard, mais la menace immédiate est levée. La fête éclata, un groupe improvisé martelait des tambours ondulés, des enfants allumaient des cerfs-volants phosphorescents. Pourtant, sous la jubilation, la conscience couvait, la coalition était toujours massive.
Le hasard orbital étant contrarié, les commandants allaient tenter une attaque terrestre 2 fois plus féroce. Alejandro se rétablissait lentement. Ses côtes meurtries se ressoudaient, mais une fatigue plus profonde persistait comme la guerre imprime son empreinte sur l'innocence. Il passait ses après-midi en serre à soigner de nouvelles greffes, des plants de tomates entrelacés de lichens artificiels filtrant le strontium. Paloma les appelait « plantes phénix ». La réparation d'Anke a pris du temps. Les dommages causés aux fragments de processeurs ont transformé certains secteurs mémoire en fantômes en lecture seule. Les techniciens ont débattu de la possibilité de remplacer le cortex, mais Alejandro a insisté, même fracturé, c'est toujours Anke. Ils ont donc réparé ce qu'ils pouvaient réparer, laissant des trous comme des cicatrices dans le code. Un soir, le drone était allumé, l'objectif de nouveau stable, malgré la faible luminosité de l'anneau intérieur. Alejandro était assis à proximité, plantant des modes de l'étui. Les premiers mots d'Anke, opérationnel. Perte de segment, 21%, puis, plus doucement, Hale, toujours en pleine forme. Il posa sa truelle et sourit. Plus que jamais. Les rapports arrivaient au compte-gouttes, les armées de la coalition se regroupaient au-delà de la crête orientale. Les tours miroirs étaient réparées, mais plusieurs plaques calcinées affaiblissaient les nœuds, sans l'hydrogène des chenilles, le carburant de la vallée était faible. Le Conseil explorait des alliances. Les enclaves du Nord proposaient des obus cinétiques en échange de souches à effet de serre, les habitats côtiers promettaient des bioréacteurs à Alxiribon partageaient les modèles de miroirs à faisceaux. Sin proposa une stratégie audacieuse, mener le combat hors de la vallée, perturber les convois de ravitaillement, prouver que le ruban n'était pas une forteresse à affamer, mais une force capable de riposter. Des miroirs mobiles pourraient pivoter, des panneaux solaires, autrefois intégrés à des fermes solaires désaffectées, pourraient être montés sur des plateformes de la taille d'un engin à chenilles. Alejandro écoutait depuis les tribunes, le cœur battant à l'action, mais lourd du souvenir de la plateforme en feu. Il s'avança. « Laissez-moi, Anke et moi, tester un prototype de miroir mobile. À petite échelle, déploiement rapide. Montrez-leur nos mouvements légers. » Paloma se hérissa, c'est un enfant. Il croisa son regard. « Enfant qui s'est déjà battu pour toi. » L'arme légère est une extension de l'objectif agricole, même méthode pour focaliser le soleil. Qui de mieux pour la régler qu'un jardinier et un drone né pour la réparation? Le Conseil débattit. Finalement, la guerre se soucia peu de l'âge. Ils approuvèrent des tests limités. Astérisque astérisque. Les semaines passèrent en un éclair. Des héliostats abandonnés au sud de la vallée furent démontés, découpés en pétales, puis montés sur des châssis de tracteurs remis à neuf. Des boucles de circuits empruntées aux archives d'Anke permirent de changer de forme en temps réel pour suivre le soleil et faire rebondir les rayons le long d'arcs prédéterminés. Les essais sur le terrain ont peint les mésas en lignes lumineuses vacillantes, brûlant les traîneaux cibles à des kilomètres. Alejandro était aux commandes, calibrant les actionneurs, Anke servait de cerveau de ciblage. Les secteurs endommagés de la machine ont donné naissance à des heuristiques peu orthodoxes, des motifs d'impulsion de faisceaux scintillants, diffractant à travers la poussière pour masquer l'origine, tranchant sans révéler le point source. La nouvelle se répandit. Des cellules de guérilla de Sonora demandèrent une démonstration. Alejandro et Anke menèrent la première sortie, flanqués de volontaires en moto tout-terrain. Ils s'approchèrent furtivement de la route de ravitaillement de la coalition, un convoi de 30 camions, un désert brûlant à perte de vue. À midi solaire, des pétales s'embrasèrent, des rayons ricochèrent entre des cerfs-volants réflecteurs portables, frappant un camion-citerne de carburant. Une explosion arracha une ligne, le chaos dispersa les troupes. L'opération Dawnblade avait commencé. Au fil des mois, les raids se multiplièrent. Des miroirs mobiles, baptisés Saint-Wing, filaient sur des patins à air comprimé, laissant les commandants ennemis perplexes, la lumière du soleil elle-même se transformait en partisanerie. Les représailles de la coalition martelaient des coordonnées vides. Alejandro, alors âgé de 12 ans, a acquis une résilience dégingandée. Le combat est devenu une routine, même si jamais facile. Chaque soir, il écrivait dans un journal relié, non pas des morts, mais des vies sauvées ou des camions de céréales détournés vers des camps de réfugiés, des prisonniers libérés lors de la fuite des convois. Les pulsations uniques d'Anke lui valurent l'indicatif d'appel, miroir dansant. Les radiations léchaient toujours l'horizon, mais la vallée s'étendait, de nouvelles terrasses se creusaient, des aquifères étaient purifiés par des filtres à lichen. Le verger de pêcher mûrissait, les premières fleurs, rose pâle, s'épanouissaient comme une aube timide. Alejandro se tenait en contrebas,
laissant tomber ses pétales sur son visage tourné vers le ciel, savourant la promesse. Cependant, le haut commandement de la coalition préparait le pari ultime, saturer la vallée d'un métalloïde aérosol qui reflèterait ses propres défenses miroirs vers l'intérieur, cuisant les habitants dans leur sanctuaire. Livraison par SM de ballons à haute altitude trop nombreux pour être tirés, trop haut pour les arcs Saint-Wing. Anke a signalé des données issues de conversations interceptées. Le conseil chancelait, la fenêtre d'interception était étroite, les ballons seraient lancés depuis la base près de Gemma dans 3 jours. Alejandro s'est à nouveau porté volontaire. Singh, lui aussi, avait été blessé lors du dernier raid, Reyes était désormais responsable du triage. Paloma devait planter un verger. Alejandro et Anke partiraient donc seuls, mission de reconnaissance et de destruction. Ils voyageaient à bord d'un châssis Saint-Wing réaménagé, avec des rétroviseurs jumeaux repliés comme des ailes de papillon. Ils naviguaient rapidement sous des nuits sans étoiles. Ils atteignirent les ruines de Gemma, un port encombré de frégates à moitié coulées. Des silos de lancement étaient érigés sur la jetée, des ballons à hydrogène attachés. Alejandro rampa à travers des entrepôts éventrés. Des scientifiques de la coalition, en combinaison de protection, programmèrent des valves de décharge. Il compta 8 ballons, chacun d'un diamètre de maison. Temps, 4 heures avant l'aube. Plan simple, couper les attaches, laisser les ballons dériver sans contrôle dans l'atmosphère avant que le gaz de remplissage ne se réchauffe aux charges utiles gaspillées. Mais les gardes sont nombreux, les drones sont au-dessus. Anke a scanné, il a trouvé une passerelle de maintenance sous la jetée menant au treuil d'amarrage. Ils s'enfoncèrent dans des tunnels, l'eau de mer leur léchant les chevilles. Une chambre caverneuse s'ouvrit, les tambours du treuil bourdonnant. Alejandro s'approcha du premier câble et commença à le brûler avec un découpeur plasma portable. Le métal cracha des étincelles et se sépara. Le ballon au-dessus trembla, s'élevant lentement. Des sirènes d'alarme retentirent. Il se précipita vers le deuxième, mais les projecteurs s'allumèrent. Les soldats ennemis inondaient la passerelle. Anke lança une rafale électromagnétique, faisant griller les fusils les plus proches. Alejandro coupa le deuxième câble, mais la balle l'effleura à la jambe. La douleur était vive, mais il insista. 4 câbles furent sectionnés. Chaque ballon se libéra, tourbillonnant vers le ciel. Les troupes se rapprochèrent, au détour du terminus de la passerelle. 7 minutes avant l'aube, entonna Anke. Alejandro tira la dernière charge, une bombe micro-miroir façonnée que Paloma avait adaptée. Aucun risque, insista TL, sous-entendant un risque élevé. Il a armé son engin, visant les ballons restants. Des pétales miroirs ont projeté des micro-rayons, faisant exploser des poches de gaz. Une boule de feu a balayé le ciel, une onde de choc a déchiqueté la jetée. Alejandro s'est jeté dans la mer tandis que les explosions faisaient trembler ses os. L'eau salée s'est refermée violemment sur lui. La surface était secouée de débris, mais le lever du soleil répandait de l'or à l'horizon, éclairant les ballons à la dérive loin au-dessus aux charges utiles-inutiles par vent faible. La base de la coalition brûlait. Alejandro s'accrochait à une poutre flottante, toussant de la saumure. Anke flottait non loin, à moitié submergé, les ventilateurs de propulsion crachotant. L'objectif clignotait faiblement. Le sauvetage était improbable, mais les éclaireurs de la vallée avaient attendu au large sur un canot de pêche. Une colonne de fumée servait de balise. Ils hissèrent Alejandro à bord, tirèrent le drone avec un grappin. Alors que le navire appareillait, il vit la jetée s'effondrer comme un accordéon rouillé. Mission accomplie. Astérisque astérisque. Le calme du retour. Les célébrations étaient atténuées par les pertes sur les autres fronts. Pourtant, les ballons n'arrivaient jamais. Valais vivait un jour de plus. Le verger portait ses premiers fruits, Alejandro apportait une pêche isolée au berceau d'Anke. Il coupa des fruits et en offrit un quartier dans sa paume. La sonde d'échantillonnage du drone s'étendit, analysant les sucres. Concentration optimale de saccharose, annonça TL, avant d'ajouter d'un ton plus chaleureux, sucré. Alejandro se mordit la moitié. Du jus coula sur son menton. Il rit, soudain et libre, plus fort que les coups de feu sur un champ de bataille, plus fort que les sirènes, peut-être assez fort pour noyer les fantômes des bombes dans sa mémoire. Les saisons ont changé. La coalition s'est fracturée, les commandants ont fait défection après la rupture des lignes de ravitaillement, la plateforme orbitale est devenue irrécupérable. Des accords de cessez-le-feu ont été rédigés dans des capitales lasses par la guerre.
Les délégués du Ribon se sont rendus au sommet de Tucson, au nord, Alejandro les accompagnait, symbole de persévérance, Anquet, preuve que l'empathie mécanique peut s'associer à la ténacité humaine. Dans l'immense dôme de la Convention, parsemé de drapeaux de nations en lambeaux, le garçon parlait, d'une pousse ayant survécu aux retombées radioactives, d'un miroir qui faisait danser la lumière non pas pour aveugler, mais pour guider les graines vers la photosynthèse, d'un avenir refusant d'hériter que de ruines. Les délégués écoutaient, certains s'essuyant les yeux. Les négociations furent ardues, mais les ultimatums s'adoucirent. Un corridor de paix provisoire s'étendit de la Basse-Californie à Sonora, où les deux parties démantelèrent des drones en échange de technologies agricoles. Les années à venir promettaient des turbulences de sabotage, de faim, de méfiance, mais aussi des possibilités. Alejandro, à peine 13 ans, fut nommé agent de liaison junior du projet de restauration des sols transfrontaliers, et Paloma fut son mentor. Anquet servit d'ingénieur itinérant, optimisant les lignes d'irrigation le long des zones démilitarisées, dont la lentille fut enfin remplacée par du quartz cultivé dans la vallée, dopé pour plus de clarté, fusionnant terre et machines. Par une soirée parfumée par la pluie du désert, la première véritable tempête depuis les bombardements, Alejandro se tenait sous un pêcher adulte, dans un verger de la vallée. Les fleurs avaient mûri et se sont transformées en sphères dorées. Il en cueillit une, se souvenant de l'éclair, des ruines, des dunes cobalt, de la plateforme en feu et de chaque fragile miracle entre les deux. Anquet planait à côté, la coque reflétant les éclairs de l'orage comme des constellations en voyage. « Vous pensez que la fin du monde est arrivée ?» a-t-il demandé. Les modèles statistiques estiment la probabilité de stabilité mondiale à 47%, répondit le drone. Un temps. Cependant, l'optimisme local dépasse les algorithmes. Alejandro rit et empocha sa pêche pour plus tard. On va continuer à réduire l'écart. Le tonnerre grondait au loin, une approbation. Les lumières scintillaient le long des pentes en terrasse tandis que des familles venues de dizaines de nations préparaient le dîner. Quelque part, un orchestre accordait un violoncelle que Reyes avait réparé avec des débris de carbone, le lieutenant-ingénieur Singh supervisait la construction des premières montagnes russes non défensives, une boucle en spirale alimentée par des voiles solaires. Au-dessus, les aurores boréales scintillaient désormais moins violemment, les braises d'une guerre s'apaisaient enfin. Alejandro et Anquet arpentaient les allées du verger, planifiant des ajustements d'irrigation, rêvant de livres non écrits. Ils ne mesuraient plus le temps en bombe, mais en saison de croissance. Chaque aube imposait encore la vigilance, mais offrait aussi, le garçon le croyait, la machine calculait des champs en nombre suffisant pour chacun, pourvu qu'on les cultive avec courage.